Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc essentiel quand on cherche un job. Comment bien analyser une offre d'emploi. C'est plus que juste lire, hein. Pour ça, on s'appuie sur un guide de formation assez poussé qui aide justement à décoder ces annonces. L'idée, c'est de comprendre vraiment ce que l'entreprise cherche et puis de voir si le poste nous correspond à nous, avec nos compétences, nos envies, pour postuler juste quoi, pas n'importe où. Alors, on commence par où? Le guide dit, à la base, c'est lire l'annonce, mais vraiment lire, attentivement. Ça paraît bête, mais bon. Ah oui, absolument. C'est le point de départ obligé. Et le guide insiste. C'est pas une lecture passive, hein. Faut vraiment être actif. Actif. C'est-à-dire, pas juste repérer le titre et peut-être le salaire, non. Il faut comprendre comment c'est fait une annonce. Généralement, il y a une structure. L'entreprise, le poste lui-même, l'émission, ce qu'ils attendent comme profil, compétences, expérience, et puis les conditions, le lieu, le contrat, tout ça. D'accord. Si on connaît ce schéma, on analyse plus facilement, on n'oublie rien. Le guide compare ça un peu à regarder une carte avant une rando. Logique, non? Sinon, on risque de se perdre un peu. Oui, bonne image. Et le guide parle des mots-clés. Ces mots qui reviennent tout le temps. Comment on fait le tri là-dedans, entre les vrais mots importants et le jargon un peu vide? Excellente question. Et oui, le guide va plus loin que juste dire repérer les mots-clés. Il propose de les classer, en fait. Hein? Comment ça? Il y a d'abord les mots-clés de compétences, très concrets, genre maîtrise de Python, certification agile, Salesforce. Ça, souvent, c'est un peu le ticket d'entrée. Ok, les hard skills, voilà. Ensuite, les mots-clés d'action, ce qui décrit les tâches. Gérer, développer, analyser, coordonner. Leur fréquence, leur place dans l'annonce, ça dit où sont les priorités. Mhm. Et enfin, ce que le guide appelle les mots-clés culturels. Des trucs comme autonomie, proactivité, esprit d'équipe, innovation. Et là, le guide est clair. Si ces mots-là sont répétés, c'est un signal fort sur les qualités humaines qu'il recherche vraiment, au-delà de la technique. Je vois. Donc, repérer ces catégories, voir lesquelles pèsent le plus, ça donne une image beaucoup plus nette du candidat idéal pour eux. Super intéressant cette classification. Ça donne une meilleure grille, oui. Bon, une fois qu'on a fait cette lecture active, ce repérage, le guide dit de zoomer sur les responsabilités. Comment être sûr d'avoir bien compris le quotidien du poste? Alors là, le guide suggère de traduire chaque mission en tâches concrètes. Si ça dit optimiser les campagnes marketing digitales, faut se demander, ok, mais au jour le jour, ça veut dire quoi? Oui, Est-ce que c'est gérer les budgets Google Ads, créer du contenu pour Insta, analyser des chiffres et faire des rapports? Plus on arrive à visualiser le quotidien, mieux on peut juger si ça colle avec ce qu'on sait faire, et surtout, comme vous disiez, ce qu'on aime faire. et cette histoire d'ordre des tâches. Le guide confirme que ça a un sens la façon dont c'est listé. Oui, oui, tout à fait. Le guide confirme cette idée. C'est assez connu, mais on n'y fait pas toujours attention. L'ordre des missions, c'est rarement pour rien. Les 2 ou 3 premières, c'est souvent les plus importantes pour le recruteur. Celles où on sera le plus attendu. D'accord. Le guide dit même de passer plus de temps sur ses premières missions. Est-ce que ça correspond à nos points forts? Est-ce que ça nous motive vraiment? Donc, si on reprend l'exemple développer des stratégies marketing innovantes en premier, ça veut dire que c'est pas juste une tâche, c'est le cœur du réacteur et qu'il cherche quelqu'un qui apporte une vision, pas juste un exécutant. Exactement. Ça donne une idée du niveau d'autonomie, d'initiative attendue, et à l'inverse, attention, dit le guide, si une mission qui semble clé pour le titre du poste est décrite vaguement ou tout à la fin. Ah oui. Peut vouloir dire que ce n'est pas le gros du job, ou que le périmètre est plus limité qu'on pense. Faut lire un peu entre les lignes, et cet ordre, c'est un indice. D'accord, d'accord. Passons aux compétences. Le guide fait la distinction classique, hard skills, soft skills. Est-ce qu'il apporte quelque chose de neuf sur leur importance? Oui, il rappelle la base, hein. Hard skills égale technique mesurable. Les langues, les logiciels. Soft skills égale le comportemental, la communication, l'adaptabilité, la résolution de problèmes, l'intelligence émotionnelle. Oui. Mais il souligne une tendance très forte. Les soft skills prennent de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que le monde bouge vite, les compétences techniques peuvent vieillir. Alors que les soft skills, elles, garantissent l'agilité, la capacité à apprendre, à bien s'intégrer. C'est vrai. Certaines boîtes, d'après le guide, misent même plus sur les soft skills, en se disant que le technique, ça peut s'apprendre sur le tas ou en formation. C'est un changement de paradigme, quand même. Et pour l'auto-évaluation, comment on fait pour être honnête avec soi-même face à la liste des compétences demandées? Le guide propose une méthode. Oui, une méthode assez structurée.
D'abord, on liste tout ce qui est demandé dans l'offre. Puis, pour chaque compétence, on se note simplement. Je maîtrise, j'ai des bases, faut que je développe. Ok, mais c'est l'étape d'après qui est cruciale. Pour «je maîtrise», il faut chercher tout de suite des preuves, des exemples concrets. Projets, chiffres, résultats. Et pour «faut que je développe», le guide dit surtout ne pas s'arrêter là, au constat du manque. C'est là qu'arrive l'exemple. On demande 3 ans d'expérience, on n'en a qu'une. Comment on gère ce décalage selon le guide? Exactement. Et là, le guide est très pragmatique. Il dit pas de mentir, hein, surtout pas, mais de chercher comment compenser. D'abord, se demander pourquoi il demande 3 ans. C'est pour quoi faire? Être autonome vite, connaître le secteur, gérer des trucs complexes. Une fois qu'on a compris l'enjeu derrière le chiffre, on peut proposer des compensations. Le guide donne des pistes, mettre en avant une expérience plus courte mais super intense ou très similaire, valoriser des compétences transversales fortes qui aident à apprendre vite, parler de formation, de certif. Ou souligner qu'on a déjà réussi à être opérationnel rapidement sur d'autres postes. L'idée clé du guide, c'est ne soyez pas passif face au manque, montrez comment vous allez le combler activement. J'aime bien cette approche proactive. Ça change tout. Bon, on a parlé tâches, compétences, reste l'environnement, la fameuse culture d'entreprise. Le guide insiste pas mal là-dessus. Pourquoi c'est si important? Parce que si ça ne colle pas culturellement, c'est souvent une cause majeure d'échec ou de démotivation, même si les missions sont top et le salaire aussi. Le guide le dit bien, la culture, ça influence tout. Le management, l'autonomie, la façon de communiquer, de collaborer, l'équilibre vie professo, la reconnaissance. Donc se renseigner sur la culture, c'est essayer de prédire si on va s'y sentir bien en fait. Efficace. C'est exactement ça. C'est anticiper si on va être à l'aise, compris, et si on va pouvoir donner le meilleur de soi-même dans cet environnement-là. Et comment on fait cette enquête? Juste regarder le site web de la boîte? Le site, c'est un début. Mais le guide dit d'aller beaucoup plus loin, d'être un peu détective et de croiser les sources. Ah oui, par exemple. Alors, il suggère 1. Analyser les mots utilisés dans l'offre sur le site carrière. C'est formel, décontracté, centré sur la perf individuelle ou le collectif. 2. Regarder leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Leurs produits, leurs équipes, leurs fêtes, le ton et comment. 3. Lire des interviews des boss, des articles sur eux, quelle vision ils donnent. 4. Aller voir sur des sites d'avis d'employés, genre Glassdoor, mais attention avec un œil critique. Regardez les tendances, pas juste un avis isolé. Le guide dit bien que c'est subjectif, mais si un thème revient souvent, en bien ou en mal, c'est souvent révélateur. 5, et le top, parler à des gens qui y bossent ou y ont bossé. Son réseau, c'est souvent la source la plus fiable. C'est une vraie enquête. Oui. Et le but, c'est de voir si ça matche avec nous, nos valeurs. Le guide donne des exemples de ce match ou pas match. Oui, il illustre bien ça. Par exemple, si on a besoin de beaucoup de retours, de structure, une boîte qui vante l'ultra-autonomie et le chaos créatif, ça peut être stressant. Je vois. Inversement, quelqu'un qui adore le changement, prendre des initiatives, risque de s'ennuyer dans une structure très hiérarchique, très processée. L'exemple de la RSE est bon aussi. Si on est très sensible à l'écologie, rejoindre une boîte qui a une vraie politique environnementale, ça peut donner beaucoup de sens au travail. C'est ce que dit le guide. Il ne s'agit pas de juger la culture en soi, mais de voir si elle nous convient à nous. Très clair. Ok, on arrive aux choses plus contractuelles, conditions d'emploi, avantages. Qu'est-ce que le guide met en avant ici qui sort un peu de l'ordinaire? Au-delà de la liste classique, le lieu, les horaires, le type de contrat, le télétravail, le guide invite à penser à l'impact concret sur notre vie. Le lieu, est-ce accessible? Combien de temps de trajet? Les horaires, c'est vraiment flexible ou c'est juste écrit? C'est quoi la culture sur les heures sup? Des questions importantes, oui. Le guide dit qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions en entretien si l'annonce est floue, parce que c'est essentiel pour le bien-être. Et le télétravail, même un jour ou deux par semaine, le guide le présente comme un avantage de plus en plus valorisé et parfois négociable. Et pour la rémunération, les avantages. Mhm. Le fameux package. Le guide aide à l'évaluer dans sa globalité. Ah oui, il insiste beaucoup là-dessus. Faut regarder bien au-delà du salaire de base. Il propose de tout lister. Le fixe, brut ou net, sur 12, 13 mois. Le variable, les primes, l'intéressement, la participation, c'est quoi les règles du jeu? C'est réaliste? Ils ont versé combien les années d'avant en moyenne? Les avantages en nature, voiture, téléphone. Le social, la mutuelle, elle couvre quoi? Combien coûte la part salariale? Les tickets resto, quelle valeur? Le CE?
Les congés, Le minimum légal ou plus. des RTT, Et un point que le guide met en avant et qu'on oublie parfois, le budget formation. les opportunités de se développer. Une boîte qui investit là-dessus, ça a une vraie valeur sur le long terme. Donc le guide suggère de mettre une valeur personnelle sur chaque élément. Et de réfléchir à ce qui compte le plus pour soi. Exactement. C'est ça l'idée. Se demander qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi, là, maintenant, dans ma carrière, dans ma vie. Un jeune diplômé, il va peut-être privilégier un poste super formateur, même si le salaire est juste correct. Oui, un parent, lui, sera peut-être prêt à accepter un peu moins de salaire pour une vraie flexibilité et du télétravail. Quelqu'un en milieu de carrière va peut-être chercher le package global le plus optimisé avec une super mutuelle, un bon plan retraite. Le guide dit que cette hiérarchie perso est essentielle pour juger si une offre est bonne pour soi, même si un élément comme le fixe n'est pas exactement ce qu'on visait au départ. On a donc tout décortiqué, l'offre n'a plus de secret. Le guide propose une dernière étape avant d'écrire la lettre de motive et le CV. Une sorte de bilan. Oui, une checklist finale. Mais le guide la voit plus comme une validation stratégique qu'une simple vérif. Il dit de répondre très franchement à ces questions. Oui, une sorte de bilan. Mais le guide la voit plus comme une validation stratégique qu'une simple vérif. Il dit de répondre très franchement à ces questions. 1. Est-ce que je suis vraiment qualifié pour les missions clés du poste? Où sont mes points faibles et comment je peux en parler? Oui, une sorte de bilan. Mais le guide la voit plus comme une validation stratégique qu'une simple vérif. Il dit de répondre très franchement à ces questions. 2. Est-ce que je me vois sincèrement bosser dans cet environnement? Est-ce que les valeurs affichées ou devinées me parlent? Mais le guide la voit plus comme une validation stratégique qu'une simple vérif. Il dit de répondre très franchement à ces questions 3. Est-ce que les conditions globales, salaire, avantages, horaires, lieux, répondent à mes besoins essentiels du moment? 4. Et enfin, qu'est-ce qui fait que moi, spécifiquement, je serai un super candidat pour ce poste-là? Au-delà des critères de base. C'est quoi mes 2-3 arguments chocs? Ah, cette dernière question, elle est bien. Elle oblige à déjà penser à son pitch, en fait. Tout à fait. Le guide conclut là-dessus, si les réponses sont globalement positives, claires, alors non seulement on sait que c'est une bonne cible, mais en plus on a toutes les billes pour personnaliser sa candidature. On sait quoi mettre en avant dans le CV, dans la lettre, pour coller pile aux besoins qu'on a identifiés. C'est ça. C'est ce travail en amont qui transforme une candidature lambda en une vraie proposition de valeur pour l'employeur. Et ça, d'après le guide, ça augmente drastiquement les chances d'être remarqué et d'avoir un entretien. Alors, si on devait retenir une chose de cette exploration guidée, ce serait quoi? Que décrypter une offre, c'est pas juste lire, c'est une enquête stratégique. C'est exactement ça. Le guide nous montre bien que cette analyse, c'est un investissement de temps, mais un investissement crucial. Ça permet de passer de chercheur d'emploi un peu passif, qui répond à tout ce qui bouge, à candidat actif, stratégique, qui choisit vraiment les opportunités où il a le plus de chances de réussir, mais aussi de s'épanouir. C'est pas juste trouver un job. Non, c'est trouver le bon job, celui qui fait le lien entre ce que l'entreprise attend et ce qu'on cherche profondément nous. Une démarche qui demande un effort, c'est sûr, mais qui maximise les chances de trouver chaussure à son pied et d'y rester content. Et juste pour ouvrir une dernière porte, aller un peu plus loin peut-être que le guide. Quand on voit comment le monde du travail évolue à toute vitesse, Oui, l'IA qui change les métiers, les attentes sur la flexibilité, le sens au travail, les organisations qui se transforment, on peut se demander comment les offres d'emploi de demain vont refléter tout ça. Quels nouveaux indices on devra chercher? Par exemple, comment on évaluera la maturité d'une boîte face à l'IA ou sa vraie capacité à gérer le travail hybride efficacement juste en lisant une annonce? Anticiper ça, dans notre façon d'analyser, ça pourrait devenir une compétence super importante pour les candidats de demain, non? excellente question pour continuer la réflexion. Voilà qui termine notre analyse détaillée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.